L'analyse de stabilité est un processus assez complexe. Je ferai de mon mieux pour expliquer clairement ma logique et les points clés sur lesquels je me concentre. Cette vidéo présente seulement un calcul simple et le processus de construction de base. La procédure complète comporte beaucoup plus d'étapes techniques et détaillées. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voici ma démarche pour les tests de stabilité. Tout d'abord, je considère que le facteur le plus important pour la stabilité est le centre de gravité, CG, ainsi que la relation entre le point neutre, NP, et le centre de pression, CP, selon la configuration des ailes et de l'empennage. Une fois le centre de gravité estimé et fixé, le reste concerne principalement la configuration des ailes et de l'empennage. Alors, quelle est la relation entre l'aile principale et l'empennage ? Il existe en fait une formule empirique pour cela, qui se détermine principalement à partir de la surface de l'aile principale. Finalement, je pars de la surface de l'aile principale pour remonter jusqu'aux résultats finaux de stabilité. En calculant cette surface, j'optimise également la configuration détaillée de l'aile en fonction des résultats, afin d'améliorer encore la stabilité globale. J'utilise toujours XFLR5 pour l'analyse et j'ignore pratiquement l'influence du fuselage. La surface alaire est directement liée à la portance, et la portance est étroitement associée au décrochage. Un ULM doit obtenir un permit to fly de la CAA, et selon la réglementation britannique, sa vitesse de décrochage en configuration atterrissage est définie à environ 35 nœuds, soit 18 mètres par seconde. D'après l'Alpha TADS de la CAA britannique, le pipistrelle présente une vitesse de sortie de 17,7 mètres par seconde. Dans le modèle initial, on observe une vitesse de décrochage d'environ 17,5 mètres par seconde, et pour une vitesse de 18 mètres par seconde, l'angle de décrochage correspond à environ 26 degrés. Pour transformer ce modèle initial en un avion de classe 3, il faut augmenter encore la marge de sécurité, de façon à ce que l'avion puisse voler à une vitesse et un angle d'attaque de décrochage plus faible, sans décrocher. Alors, que faire ? Conserver le même allongement et augmenter légèrement la surface de l'aile. En repartant de l'équation de la portance, la surface initiale est d'environ 10,1 m². L'augmentation de la surface de l'aile principale S réduit le CLmax requis, ce qui diminue à la fois la vitesse de décrochage et l'angle d'attaque de décrochage, augmentant ainsi la marge de sécurité. Après les calculs et les essais, la vitesse de décrochage est passée de 17,7 mètres par seconde à environ 14,5 mètres par seconde, tandis que l'angle d'attaque de décrochage a diminué de plus de 20 degrés à environ 15 degrés, à la vitesse de décrochage réglementaire de 18 mètres par seconde. Cela permet à l'avion de maintenir ses performances de portance avec un angle d'attaque plus faible. À ce stade, la surface de l'aile a été portée à environ 12,276 m². Lorsqu'on détermine la surface de l'aile, il ne faut pas seulement tenir compte du décrochage, mais aussi satisfaire aux exigences de décollage. Finalement, je retiens la valeur la plus élevée des deux calculs comme surface finale de l'aile. La vitesse de rotation au décollage VR est d'environ 1,3 fois la vitesse de décrochage et le coefficient de portance au décollage correspond à environ 85% du coefficient de portance maximale. En tenant compte d'un poids maximal au décollage de 500 kg, on obtient une estimation de la surface nécessaire pour respecter les exigences de décollage à environ 14,71 m². Je choisis donc, pour l'aile principale, la plus grande des deux surfaces calculées. Ensuite, il faut déterminer la taille et la position de l'empennage horizontal et vertical. Ici, S représente la surface de l'aile principale, L est le bras de levier de l'empennage, c'est-à-dire la distance entre le centre de gravité et le centre aérodynamique de l'empennage, B est l'envergure et CMGC est la corde moyenne géométrique. Dans la conception des avions légers, il existe certaines formules empiriques et valeurs de référence pour ces paramètres. Cela nous donne la surface initiale de l'empennage. Ici, le bras de levier et la surface de l'empennage ne sont pas des valeurs fixes.
ce sont deux paramètres interdépendants. Utiliser des formules empiriques est bien sûr l'approche la plus simple, mais le calcul le plus approprié consisterait à le résoudre avec un algorithme d'optimisation prenant en compte tous les résultats afin de trouver l'ensemble des solutions optimales sous plusieurs contraintes. Ensuite, nous optimisons davantage la configuration globale de l'aile en vérifiant la stabilité et en améliorant les performances de vol. Après saisie des données de masse, le centre de gravité se situe à environ 31 mm du bord d'attaque de l'aile. En utilisant le point où la pente Cm-alpha tend vers 0, on trouve que le centre aérodynamique se situe à environ 280 mm du bord d'attaque. Cela donne une marge statique d'environ 18% de la corde aérodynamique moyenne, garantissant la stabilité tout en conservant une certaine maniabilité. Cependant, dans cette configuration, le rapport CL par CD n'atteint pas son maximum en vol horizontal stable. Cela signifie qu'il est encore possible d'améliorer le rendement. En tenant compte des performances de base d'un avion de classe 3, l'aile principale adopte une configuration droite, sans flèche avant ni arrière. Les ailes droites offrent de meilleures performances à basse vitesse et permettent également de réduire les coûts de fabrication. Dans le modèle original, l'angle d'incidence de l'aile principale était d'environ 2,5 degrés. En comparant les valeurs de CL-CD, j'ai réduit l'angle d'incidence à 1 degré. D'après les résultats de CD, cet ajustement permet de réduire légèrement la traînée induite et de retarder la séparation de l'écoulement, améliorant ainsi encore le rendement. D'après les calculs et les essais, j'ai appliqué un vrillage négatif de 3 degrés aux extrémités d'aile, ce qui signifie que l'angle d'attaque au saumon est inférieur de 3 degrés à celui de l'emplanture. Ce vrillage négatif réduit le risque de décrochage en bout d'aile à fort angle d'attaque, tout en affaiblissant les tourbillons marginaux, réduisant la traînée induite et améliorant le rapport portance-plan de traînée. Enfin, concernant les winglets, j'ai effectué quelques comparaisons. Pour un avion de classe 3 à basse vitesse, la traînée induite n'est pas particulièrement marquée. Les résultats de simulation montrent également que l'amélioration est minime et l'ajout de winglets augmenterait les coûts de conception. En définissant la configuration de l'aile principale, l'angle d'incidence, le vrillage et les winglets, on améliore encore les performances théoriques, ce qui permet de disposer d'une base solide pour une analyse plus approfondie. Enfin, nous testons la stabilité dynamique. Nous commençons par déterminer les angles de contrôle de l'empennage horizontal entièrement mobile, permettant un vol stable à différentes vitesses. En prenant un angle d'attaque de 5 degrés comme référence pour un vol stable, nous avons testé la plage de rotation possible de l'empennage. Dans une plage allant de 0 degré à moins 40 degrés, l'avion peut maintenir un vol stable à des vitesses comprises entre 17,8 mètres par seconde et 85 mètres par seconde. D'après les calculs précédents, nous effectuons l'analyse de la stabilité longitudinale et latérale avec l'aile principale et l'empennage réglé à un angle d'incidence de 1 degré. Ici, nous utilisons un diagramme d'épaule. L'axe horizontal représente la partie réelle des valeurs propres, indiquant l'amortissement des perturbations. Plus c'est à gauche, plus l'amortissement est rapide. L'axe vertical représente la partie imaginaire des valeurs propres, correspondant à la fréquence d'oscillation. Plus la valeur absolue est grande, plus l'oscillation est rapide. En stabilité longitudinale, il existe deux modes. Le mode à courte période correspond à la paire de racines complexes conjuguées situées plus à gauche. Leur partie réelle est faible, ce qui signifie qu'elle dispose d'un amortissement suffisant. L'avion reste stable sans oscillation excessive. En même temps, leur partie imaginaire importante indique que l'avion réagit rapidement aux commandes. Le mode à longue période est plus proche de l'axe imaginaire, mais reste du côté gauche, ce qui montre que l'avion conserve sa stabilité avec un amortissement lent. En stabilité latérale, il existe 3 modes. Le plus à gauche est le mode de roulis, une racine purement réelle indiquant un amortissement de roulis suffisant. Le mode le plus proche du centre est le mode en spirale.
légèrement à gauche de l'axe imaginaire, montrant une faible stabilité spirale. À forte inclinaison, il existe une très légère tendance divergente, mais elle peut être corrigée rapidement par un réglage de compensation. L'autre paire de racines complexes, conjuguées, correspond au mode de roulis hollandais. Comme leur partie réelle se trouve à gauche de l'axe imaginaire et ne le traverse qu'au pas, cela indique un amortissement modéré et un comportement stable. Après l'analyse de stabilité, nous passerons au calcul dynamique de l'avion dans différentes attitudes de vol afin de déterminer et d'optimiser le système propulsif. Merci encore pour votre attention. Si vous vous intéressez à la chaîne L'Avion Idéal, ou si vous souhaitez suivre les précieux conseils de Lyon, alors n'hésitez pas. Abonnez-vous à ma chaîne.